Courage d'Acier a l'honneur de recevoir Chinois Oui, bonsoir. et Monsieur K, Bonsoir. animé tout ça par François Mélier, bonsoir, pour une émission intitulée La politique sous surveillance. À titre d'introduction, nous pouvons dire que dans le livre du comité invisible à nos amis, ils écrivent qu'il y a 100 ans, dans les réunions anarchistes, le ministre de l'Intérieur de l'époque était au courant au bout de 24 heures de ce qui se disait dans ces réunions, de façon extrêmement précise. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour faire finalement l'état des lieux de la surveillance des mouvements politiques, de la surveillance en général. Alors, Chinois, qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui sur la surveillance ? La surveillance aujourd'hui, elle s'est globalisée. On est sur une surveillance électronique. Là, les Français ont énormément copié les Américains. Et puis, c'est une surveillance de tout ce qui est des phénomènes marginaux. On a pu en parler durant différentes émissions sur la question du libéralisme, sur la question de on met tout à plat, puisque tout le monde devient conforme, tout le monde consomme la même chose, fait la même chose. Et effectivement, à partir du moment où un comportement devient marginal, alors là je pense pas forcément au punk à chien dans la rue, je pense à un comportement, à une conscience politique qui ne devient plus la norme, il y a une surveillance. Et la police et les services français sont quand même très performants, il faut bien en prendre conscience, et je pense que ce sera le sujet de ce soir. Alors, Chinois nous parlait des contrôles des services français. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, sur le contrôle politique des services français et quelle est leur implication dans finalement toutes ces affaires qui ont été développées ces dernières semaines, ces derniers mois ? J'ai revu récemment un très beau film, une très belle œuvre cinématographique avec Claude Rich et Claude Brasseur qui s'appelle Le Souper, qui est la rencontre de Fouché, incarné par Claude Brasseur à l'écran, et de Talleyrand, ministre des Affaires étrangères de Bonaparte, d'une grande famille française qui, avant la Révolution, avait été destinée par ses parents à la carrière ecclésiastique et qu'on appelait le boiteux du fait qu'il était Claude, il claudiquait du fait d'une blessure d'enfance et il avait gardé de cette blessure physique et du mépris et de la froideur de sa mère en particulier et de ses parents qui avaient pris presque aucune nouvelle de lui pendant toutes ces années d'enfance, placé en nourrice. Une rage contre le monde entier, en fait, et qu'il a traduit finalement dans son action politique et dans ses trahisons multiples, puisque cet insubmersible, je crois, a été jusqu'à survivre à une douzaine de régimes différents. Si on passe Ancien Régime, Constituante, Convention nationale, le directoire, le consulat, l'Empire, la Restauration, puis ensuite, évidemment, les 100 jours, etc. Et dans ce très beau film, où on voit Brasseur incarner merveilleusement Fouché, le premier flic de France, je crois que l'expression date de là, d'ailleurs. C'est même l'un des fondateurs des renseignements généraux. C'est grâce à Fouché que le renseignement politique naît en France. Voilà, donc on peut dire que la France, du fait de piratage par les idées nouvelles, les idées révolutionnaires, se trouve dans une situation tout à fait inédite. C'est que la France, justement, connaît le phénomène idéologique. Et d'une certaine façon, la politique, au sens d'Aristote, au sens du bien commun, donc le politique devient la politique, c'est-à-dire la confrontation des opinions, des idéologies, des idées. Là, principalement, les deux grandes familles d'idées, c'est-à-dire les idées nouvelles, les idées révolutionnaires, face aux idées du monde ancien, de l'Ancien Régime, qu'on pourrait résumer dans une sorte de remise à jour, si vous voulez, pour que nos auditeurs comprennent bien, entre d'un côté les idées nationalistes, traditionnalistes, avec un fond chrétien. L'enracinement, finalement. L'enracinement. Et de l'autre côté, les idées nouvelles, c'est-à-dire le parti du mouvement, le changement, la révolution. Le progrès. Le progrès, le parti du progrès, absolument. Et le gouvernement est aux mains des progressistes comme Fouché, qui, dans ce film, les choses sont rappelées selon la très belle expression de Chateaubriand, c'était parlant de Talleyrand, s'appuyant sur Fouché, qu'ils viennent de contribuer tous les deux de restaurer. C'est tout l'enjeu de ce souper dont je vous parlais dans ce film. Ils se rencontrent pour discuter si oui ou non ils vont jeter leur poids dans la balance pour la restauration des Bourbons. Chateaubriand parlera du vice appuyé sur le bras du crime. C'est-à-dire que le ministre de l'Intérieur, le premier flic de France, celui qui va en fait donner ses lettres de noblesse, si je peux parler ainsi, à ce ministère, est un criminel à bien des égards. Il ne faut pas oublier que Fouché était le bras droit de Carrier à Nantes, donc l'inventeur de ce qu'on appelait les mariages républicains, qui sont d'ailleurs très justement rappelés dans ce film,
qui consiste à prendre une bonne sœur, la mettre nue, la nouer avec des cordages à un prêtre, lui aussi mi-nu, dans une barque, et on balance le tout, n'est-ce pas, dans le fond de la Loire. C'est ce qu'on appelait les mariages républicains. Voilà. Fouché a été le bras droit de Carrier, qui était le concepteur, l'inventeur de ces mariages républicains. Il a été un conventionnel tout à fait impliqué, tout à fait zélé, et il était aussi un régicide, puisqu'il a voté la mort de Louis XVI, ce funeste jour qui a décapité la France, décapité ses institutions, et d'une certaine façon aussi déraciné je dirais, désinstaller sa tradition politique durablement. Pour vous répondre, la France rentre dans cette logique idéologique, et donc, de ce fait, on a besoin d'une police politique. Et de la France, je crois, est le pays au monde qui a, peut-être à l'exception de la Chine populaire maintenant, parce qu'ils doivent avoir maintenant presque 60 ou 70 ans maintenant d'expérience de police politique de cet ordre, avec un État totalitaire, je veux dire, continu. Mais la France, malgré les aléas de sa vie politique, ses changements de régime, etc., est sans doute le pays au monde où la police politique est la plus ancienne et où cette activité, où la police politique a été élevée au niveau d'un art, si vous voulez. On pourrait aussi parler de la censure du Conseil du Roi. Mais finalement, est-ce que c'est pas tout l'État, tous les hauts fonctionnaires qui seraient finalement coupables? On pense aujourd'hui, vous parliez tout à l'heure de Talleyrand, de Fouché, etc. Mais est-ce qu'aujourd'hui, finalement, Cazeneuve, Bauer, etc., Voas ne seraient pas finalement les héritiers directs de cette idéologie? Si, ils sont tous coupables. Pourquoi ? Parce qu'ils sont tous au courant. Ils ont forcément les informations qui remontent. Ils ont des conseils toutes les semaines, des conseils du renseignement, des conseils de coordination. Ils ont les informations et ils prennent les décisions en conséquence. Fabius l'a très bien fait pour la Syrie, c'est-à-dire qu'il a utilisé des journalistes du Monde pour faire passer par la frontière des fioles d'armes chimiques en disant que c'était Bachar el-Assad, puisque depuis l'attentat du Drakkar, il voulait absolument se venger de Bachar el-Assad et de père de Bachar, Hafez el-Assad. Ils sont forcément au courant, et pour le renseignement politique, c'est exactement la même chose. J'aimerais juste à ce moment-là faire une incise, parce qu'il y a un service qu'on connaît très peu, c'est le SIG, le service d'information du gouvernement, qui en fait voit des policiers détachés de la DGSI, ou ex-DCRI DST, qui vont en fait faire du renseignement purement politique, et notamment, essentiellement, sur les mouvements d'extrême droite. Vous parliez de l'attentat du Drakkar. Est-ce que vous pourriez un peu préciser votre pensée? Parce que quels sont les liens aujourd'hui directs entre cet attentat et ce qui s'est passé en Syrie avec les services français? On sait très bien aujourd'hui que l'attentat du Drakkar a été commandité par les Syriens. 1983-84, l'attentat a été commandité par les Syriens. On est aussi à Beyrouth, au Liban, et encore une fois, in memoriam à tous nos soldats qui sont morts. Ça, il faut aussi se le rappeler. Depuis cette période-là, la France veut se venger de la Syrie. Alors même qu'elle avait vendu des armes chimiques en 72-73 à Hafez el-Assad, les relations sont distendues, et ensuite, la Syrie a commandité des attentats. La Syrie a demandé à Carlos de commanditer, je crois que c'était l'attentat du train du Capitole à Toulouse, puis bien sûr le journal El Watan al-Arabi, dans les années 80. Donc la France a toujours voulu se venger, et ça a été l'occasion ici, dans le cadre de Daesh, qui n'est pas un État, mais bien une organisation commerciale. Depuis ce temps-là, la France veut se venger. Il faudrait que nos auditeurs comprennent bien, c'est que les Bauer, les Cazeneuve, les Urvoas sont les héritiers d'une sorte de continuité étatique. D'ailleurs, on le voit très bien dans le film dont je vous parlais tout à l'heure, que finalement, le dernier voile, la dernière pièce qui couvre la nudité nue du pouvoir, c'est cette arnaque, à mon avis, du service de l'État. Parce que quand on écoute Talleyrand, qui est une véritable ordure, qui s'est rendu lui aussi coupable de crimes, et d'une certaine manière, sinon d'un régicide, en tout cas d'un crime très approchant, par la mort du duc d'Enghien dans les fossés du château de Vincennes, Talleyrand a poussé Bonaparte à assassiner, ce duc d'Enghien qui était un jeune homme d'une vingtaine d'années, et qui était un prince du sang, qui a été enlevé en plus dans un état neutre. Talleyrand, ce criminel, se réfugie finalement pour expliquer sa carrière politique, pour expliquer ses manigances, ces différentes conspirations, ces différentes magouilles, se réfugie toujours derrière l'argument presque invincible de la raison d'État, du service de l'État. Et je suis sûr que les militaires français qui ont fait les saloperies qu'ils ont fait ces derniers mois, ces dernières années en Syrie,
en entraînant des membres d'Al-Nosra, en leur fournissant le matériel, la formation, peut-être même aussi le Captagon dont ils sont très friands, cette nouvelle drogue de cette guerre nouvelle qu'on a eue en Syrie, eh bien, ces services français, d'une certaine manière, se réfugient aussi derrière la légitimité de venger les morts du Drakkar pour entraîner des gens qui sont des véritables barbares, c'est-à-dire des types qui sont capables de découper une tête, d'éviscérer une femme enceinte, d'arracher le cœur, parfois même d'en manger. Certains cas de cannibalisme ont été observés. Ce qu'il faut comprendre, c'est cette logique du service de l'État, c'est la colonne vertébrale en fait de toutes les logiques de surveillance, puisqu'il s'agit de protéger un bien supérieur, qui est, on pourrait dire, la tranquillité publique, la continuité du commerce, le doux commerce, qui était le grand projet des Lumières. Eh bien, pour protéger ce doux commerce, et en fait, finalement, les activités privées de tout un chacun, si vous voulez, la possibilité d'aller acheter ces petites emplettes Franprix du coin, eh bien, pour que les Français puissent continuer de faire ces activités qui, en fait, sont finalement maintenant l'essentiel de la vie sociale, en réalité, ce commerce, pour que ce commerce puisse prospérer, il faut une certaine quiétude. Et pour garantir cette tranquillité, c'est là que l'on rentre dans les guerres secrètes, l'implication des services de renseignement, la surveillance des groupes que Chinois qualifiés de marginaux, que je qualifierais plutôt de radicaux ou d'alternatifs, parce qu'ils ne sont pas tous radicaux, mais ils sont simplement parfois dans des modes de vie alternatifs. Et pour bien s'assurer que le troupeau, finalement, puisse vivre la tranquillité de sa vie privée, surtout de ne pas trop faire de politique, ou pas du tout, c'est mieux, et de se livrer à leurs petites emplettes afin de faire tourner la machine du capitalisme terminal, il faut, je dirais, mettre finalement tous les milieux alternatifs sous surveillance et, in fine, tout le monde sous surveillance. Parce que on en vient là. C'est ça la situation actuelle. Alors, si on parle finalement de raison d'État, d'intérêt supérieur de l'État, est-ce que à ce service de l'État se greffe un intérêt individuel? J'ai entendu dans la presse, une ambassadrice faisait du trafic de migrants. Est-ce que l'un et l'autre, sous couvert d'intérêt de l'État, est-ce qu'on ne fait pas finalement son petit commerce personnel? Si tu permets, Chinois, pour le cas de cette ambassadrice qui trafiquait des bateaux à destination des migrants en Turquie, je ne sais pas si elle était ambassadrice, enfin en tout cas c'était un personnel diplomatique. Dans ce cas précis, je dirais qu'elle a toute la légitimité de le faire si l'on part du principe que les migrants sont chez eux partout, et spécialement en France, puisque comme le disait cette très belle caricature de Conque, très amusante caricature de Conque, tout le monde il est français. Si la France est la terre d'asile, la terre d'accueil que nos élites ont décrétée, conformément au logiciel, je dirais, républicain universaliste, alors cette femme n'a fait que finalement aider des gens à retourner chez eux quelque part. Donc d'une certaine façon, je vois pas très bien ce que l'oligarchie actuelle est fondée à lui reprocher, puisque ils sont pour cette vague de migrants. Toutes les institutions appellent à l'accueil des migrants, et elle, qu'a-t-elle fait d'autre finalement que les aider? Alors évidemment, vous aurez compris, moi je suis absolument contre ce phénomène, et contre toute forme d'aide à l'immigration, quelle qu'elle soit. Mais d'une certaine manière, aujourd'hui on l'a vu, il y a eu une discussion d'ailleurs sur ce sujet, sur la complicité de trafic d'êtres humains, ou la complicité d'aide, d'assistance à des clandestins. La loi maintenant, enfin le projet qui a été discuté, voudrait distinguer entre les associations caritatives qui aident les personnes et les passeurs qui, eux, profiteraient de ce trafic d'êtres humains. Or, c'est un mensonge éhonté, parce qu'en réalité, ces associations, elles profitent d'une manne financière aussi. Alors, le critère qui avait été retenu, c'était s'il y avait, en gros, échange d'argent. Mais ces associations vivent des subventions très généreuses de l'État français, d'abord. Parfois, elles vivent, quand ce ne sont pas des associations strictement françaises, des dons de l'Open Society de M. Soros. Donc, en fait, c'est un business aussi, l'associatif. Et donc, cette distinction est nulle et non avenue. Et d'une certaine façon, là aussi, il y a un mensonge qui est logé là. C'est, on va aider les migrants. Là, on est innocent, on est des vierges pures. Et les méchants passeurs, eux, c'est des salauds. Mais attendez, les passeurs aident les migrants. Hein. Donc en fait, cette distinction en fait, ne tient ni sur le plan du droit, ni sur le plan de la morale. Je ferai une deuxième remarque à ce sujet. On nous parle de sécurité, de combattre le terrorisme, de combattre même parfois la criminalité. Parce qu'il arrive encore que le ministre de l'Intérieur se préoccupe du sort des personnes victimes de vol ou de violence. Je voudrais rappeler ceci. C'est absolument délirant de vouloir protéger les Français des menaces terroristes, par exemple,
en ayant les frontières grands ouvertes. Je sais, pour l'avoir vu de mes yeux, qu'au lendemain des attentats de novembre dernier, les frontières françaises étaient absolument ouvertes, puisque j'ai des photos de différents postes frontières qui ont circulé sur les réseaux sociaux, qui sont datés du jour, et il n'y a pas de douaniers aux frontières de la France ce jour-là. Mettre tout le monde sur surveillance n'est pas une solution, parce qu'au contraire, c'est contraire à nos libertés les plus fondamentales, les libertés publiques, liberté de circuler, liberté de se réunir, liberté d'opinion, liberté d'expression, liberté de conscience. J'irai jusque-là, parce qu'on va même maintenant jusqu'à s'intéresser aux arrière-pensées des uns ou des autres. Donc, c'est contraire à nos libertés les plus fondamentales, c'est contraire à nos libertés collectives, et c'est mensonger, parce que vouloir protéger les Français contre le terrorisme ou la criminalité avec les frontières grands ouvertes, c'est se foutre littéralement de la gueule du peuple. Oui, et d'ailleurs, on voit, vous l'avez très bien dit, Monsieur K, pourquoi ? Parce que c'est le renseignement militaire qui, grâce à ces satellites, savait, et sait même toujours, à l'instant T, quand les passeurs vont appeler pour faire passer les différents migrants. D'ailleurs, on sait qu'une partie des passeurs, donc là, dans un registre commercial, sont liés à Daesh. Ça, c'est le premier élément. Et surtout, on a vu l'évolution, c'est-à-dire l'évolution médiatique et l'évolution de la communication. Puisque, à l'époque, encore une fois, j'ai envie de dire que la droite radicale reste Cassandre. Mais on a dit, faites attention. C'est bien ces gens-là qui sont dangereux et ils passent par les migrants. Et aujourd'hui, on a eu les attentats du 13 novembre en disant, ah oui, effectivement, 2 des 3 kamikazes sont passés par l'île de Léros. Maintenant, les renseignements savent aussi qu'il y avait un autre commando qui a été arrêté en Autriche, qui est passé par l'île de Léros. On sait que sur l'île de Léros, il y a 90 kamikazes potentiels qui sont passés. Donc là, on en a arrêté une dizaine. Où sont les 80 autres ? On ne sait pas. Tous ces éléments-là sont dus aussi à l'opinion publique, puisque les Français ne sont pas dupes. Mais de l'autre côté, et c'est là aussi le sujet de notre débat ce soir, c'est quoi ? C'est la question du renseignement intérieur. Puisque le renseignement intérieur, au lieu de s'occuper de tous ces terroristes, va plutôt s'occuper de tous les groupes qui vont réagir, qui ont une conscience politique et qui vont dire stop. On l'a vu avec des camarades identitaires qui ont pris 3 mois de prison ferme pour une manifestation. Et donc, je pense qu'on est tous ici là pour saluer leur courage. 3 mois de prison ferme. Le renseignement intérieur a pour travail aujourd'hui d'opprimer tous les mouvements politiques qui vont avoir une conscience et vont dire attention, ici, ces mesures s'appliquent à l'ensemble de la population, mais pas du tout aux barbus. Et d'ailleurs, on le voit bien, on voit très bien les résultats. On l'a vu pour la COP21. Aujourd'hui, on le voit pour les camarades et les différentes actions policières qui sont menées contre des groupes de droite radicale dans toute la France. Y a-t-il une guerre des services aujourd'hui ? Puisqu'on a évoqué, du moins en off, le cas de Philippe de Villiers avec les mosquées de Roissy. Est-ce que les services jouent pour l'État ? Ils essayent de tirer la couverture vers eux ? Ça mêle plusieurs questions. Ça mêle en fait aussi des questions administratives. C'est-à-dire que la guerre des services, elle a toujours eu lieu et elle aura toujours lieu. On peut créer des nouvelles unités de coordination comme ils ont fait. Là, Cazeneuve a fait les MOPT, l'état-major prévisionnel du terrorisme pour la radicalisation. Ça ne va rien changer. On le voit avec l'affaire Farwell. À l'époque, la DST était la seule à savoir qu'on avait des informations de la part d'un colonel russe. La DGSE n'a jamais été au courant. Même Valéry Giscard d'Estaing, alors que l'affaire Farwell a commencé sous sa présidence, il n'a jamais été tenu au courant. Donc la guerre des services, déjà, ça c'est purement administratif, mais elle aura toujours lieu. Le renseignement intérieur déteste le renseignement extérieur qui le lui rend bien. Ensuite, autre point, les décisions. Il faut savoir que ce sont des administrations. Donc, ils prennent leurs décisions du pouvoir politique. Donc, qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas, ce sont des fonctionnaires. Ils sont liés, ils le feront. Après, certains le feront par patriotisme, par coloration politique. Mais ils le feront. Et puis, effectivement, il peut y avoir des cas où ça peut leur servir. Ça peut leur servir. On en a parlé à l'instant avec la question du Drakkar et de la revanche qui est prise en Syrie. Mais ça peut leur servir. Un exemple tout bête, on va créer un réseau islamiste en France pour identifier le réseau. C'est-à-dire qu'on sait qui est là, on sait qu'il y en a un parce qu'on sait qui est dedans. Et donc après, on va par déduction, on va trouver les autres. C'est typiquement l'affaire Mohamed Merah. Un homme de cet acabit-là ne peut pas faire 6 pays différents, être arrêté à la frontière israélienne et repartir avec un vrai faux passeport, qui est une attribution des services de renseignement, sans avoir de problème. Surtout quand il est appelé le jour même de la tuerie dans l'école juive par son agent traitant qui travaille à la DGSI. Tous ces éléments-là montrent en fait une complexité dans la situation, mais montrent aussi qu'il y a beaucoup de cynisme. Mais de toute manière,
Si aujourd'hui on dort sur nos deux oreilles, c'est parce que parfois les services de renseignement ont dû faire preuve de cynisme dans certaines occasions pour nous sauver la mise. Mais de l'autre côté, on voit bien aussi à rebours les événements qui ont pu avoir lieu, et notamment Charlie Hebdo, qui est un événement flagrant du cynisme des services et du pouvoir politique. On parle de Mohamed Merah à l'instant. A priori, c'est quelqu'un plutôt d'illettré, finalement, qui n'aurait jamais été capable lui-même d'imaginer une tuerie de cette ampleur. Notamment, ce sont les thèses développées par Xavier Hofer, qui nous explique que les terroristes ne sont pas forcément des djihadistes fondamentalistes, mais finalement, ce sont en fait des malades du monde moderne. Oui, évidemment, les services de renseignement, pour les diverses opérations qu'ils doivent mettre en route, pour leurs activités habituelles qui consistent à surveiller les segments de la population qui posent des problèmes de sécurité, ils ont toujours affaire à un mélange à la fois d'agents infiltrés, donc qui travaillent pour eux, d'idiots utiles, on pourrait dire, de malades mentaux et également de fanatiques. Je dirais il y a 3 catégories. Voilà, les infiltrés, les agents doubles, les malades mentaux et les fanatiques. Alors, certains voudront peut-être effacer la barrière qui pourrait exister entre les malades mentaux et les fanatiques, mais je crois que ce sont quand même 2 catégories distinctes. Le problème est le suivant. Comme vous l'a dit Chinois, pour garder la main, garder l'initiative dans la lutte antiterroriste, les services de renseignement sont souvent amenés à monter des cabanes, si vous voulez, à monter des organisations de synthèse, afin de monter une sorte de souricière dans laquelle les militants radicaux vont s'infiltrer, vont rentrer dans cette organisation, dans ce réseau, afin de les identifier. Et d'une certaine manière, ces activistes sont sous surveillance, on surveille leurs activités, on surveille leurs achats, leurs projets, et on peut aussi occasionnellement les orienter. On peut orienter ces réseaux dans une direction favorable à tel ou tel intérêt, alors qui peut là aussi se décliner. Ça peut être l'intérêt supérieur de la nation. Ça peut être l'intérêt du gouvernement, qui ne se confond pas avec l'intérêt du pays. Ça peut être l'intérêt d'un membre du gouvernement. Ça peut être l'intérêt aussi d'une centrale de pouvoir à l'intérieur de l'oligarchie, voire simplement, plus humblement, l'intérêt d'un service contre un autre, ou pour obtenir des budgets, on va, par exemple, monter une fausse attaque terroriste qu'on va éventer avant qu'elle ne soit commise, ce qui permet finalement d'avoir des statistiques positives cette année-là. Et voilà, tout ça se mélange. Donc le cynisme dont parlait Chinois tout à l'heure, c'est-à-dire le cynisme qui consiste d'abord à jouer double jeu, à dissimuler, à utiliser toutes sortes de ruses, permet bien sûr aux services de prévenir les plus grands risques, ça fait partie du boulot, et personne ne critique les services pour ça. Le problème, c'est lorsque d'autres considérations entrent en ligne de compte, lorsque des considérations d'ordre politique ou d'opportunité de carrière, soit des membres de ces services, soit de leurs patrons politiques. Je pense ici évidemment à une figure comme Squarcini, qu'on appelle le Squal, qui est une des âmes damnées de Sarkozy, et qui a joué un rôle très sinistre dans toutes ces affaires dont on a parlé tout à l'heure, Merah et autres. Alors sans vouloir débrouiller l'affaire Merah à ce micro maintenant, ce serait trop compliqué. Il faudrait produire un ensemble de témoignages, de documents, rappeler des coupures de presse, les écoutes aussi des conversations de Merah avec son agent traitant, etc. Sans rentrer dans le détail, je dirais que cette affaire est assez symptomatique de la manière dont les services, finalement, font leur cuisine et, d'une certaine manière, accompagnent la menace terroriste. Il faut comprendre une chose, le terrorisme est la face cachée de l'État. Dans une situation aussi catastrophique que la situation de l'ensemble des oligarchies occidentales, mais spécialement de l'oligarchie française, le terrorisme, finalement, est l'ultima ratio de l'État. C'est-à-dire qu'il dira aux populations « c'est moi ou le chaos ». De cette idée dont il faut se pénétrer. Et après, il faut comprendre qu'il y a toutes ces cuisines intermédiaires qui se mêlent et qui rendent les choses presque entièrement embrouillées, si vous voulez, qui embrouillent à l'envi ces dossiers. Ce qui fait que d'une certaine manière, on ne saura jamais la vérité exacte de ces affaires. Mais une chose est certaine, c'est les modes opératoires. Et je dirais, moi, ma seule préoccupation, c'est pas tellement d'essayer de d'élucider ces affaires, c'est plutôt d'expliquer à nos camarades la manière dont l'État fonctionne et le rôle qu'il peut essayer de nous faire jouer en tant que militants politiques. Pour aller dans votre sens, Émeric Choprade a dit « Le terrorisme est un fait étatique ». Alors, une fois qu'on a dit ça, finalement, on a résumé ce que vous venez de dire, mais comment nous, militants politiques, d'autres mouvements, d'autres groupes, d'autres obédiences peut-être, comment pouvons-nous nous prévenir de ces agents infiltrés, des fanatiques, des psychopathes ?
La première règle que je poserai pour la clarté de l'engagement de nos camarades et de tous ces milieux dont vous parlez, parce qu'en effet, ils peuvent être d'obédiences très diverses, parfois même opposés entre eux. Je pense, vous avez cité en introduction de cette émission le comité invisible qui s'appelait avant le groupe Tikkun, auteur de À nos amis, de l'insurrection qui vient, la théorie de la jeune fille et d'autres travaux encore comme le Bloom, la théorie du Bloom. Ce groupe très intéressant, qu'on a appelé commodément dans la presse le groupe de Tarnac, a des points de vue très différents des nôtres, mais d'une certaine façon, nous avons les mêmes ennemis. Ces groupes doivent, pour échapper aux provocations policières, aux infiltrations et à toutes sortes de manipulations qui pourraient les mener en prison, comme ça a été le cas pour Julien Coupat, respecter quelques règles très simples et qui sont peu nombreuses. La première, c'est que le terrorisme est toujours au bénéfice de l'État. Toujours. Le terrorisme n'est pas un mode opérationnel valide en aucune circonstance. La seule circonstance dans laquelle ce qu'on appelle commodément et communément le terrorisme est, je dirais, compréhensible, ça ne veut pas dire que ça lui donne quelque vertu que ce soit par ailleurs, c'est le cas du terrorisme défensif. Lorsque les Irlandais du Nord, les Palestiniens se livrent à des attaques, et là il faudrait rentrer dans le détail, en particulier lorsqu'ils ciblent des cibles militaires, ça n'est pas du terrorisme à proprement parler, puisque le terrorisme c'est chercher à créer un levier de terreur dans la population civile. Cibler des cibles militaires ne relève pas à proprement parler du terrorisme, mais disons que c'est les catégories admises, c'est du terrorisme. Dans ces cas-là, évidemment, on comprend que le désespoir puisse être un moteur psychologique de cette désespérance politique qui finalement, désespérant de pouvoir changer le cours des choses, se jette dans des actions désespérées. On peut le comprendre, mais je crois qu'il faut rejeter cette option et qu'il faut s'en tenir toujours à des options politiques. Ça ne veut pas dire que la lutte armée est impossible et qu'elle est toujours interdite. La violence est parfois nécessaire, en particulier pour se défendre contre une occupation, contre une spoliation, contre une domination, c'est bien évident. Maintenant, les militants politiques du monde occidental, c'est-à-dire dans ce que je pourrais appeler la métropole, pour reprendre les termes de comité invisible. La métropole avec un M majuscule entendu comme centre de la vie du capitalisme, dans lequel la France évidemment est incluse. Ce qui n'est pas le cas par exemple du Libéria, du Triangle d'Or, ou peut-être de certains quartiers d'Irlande du Nord. Mais pour ce qui est de la France, toute la France dans son entier relève de la métropole, à l'exception peut-être de Notre-Dame-des-Landes. Bon, et de quelques zones, de quelques ZAD qui y échappent provisoirement. Dans cette situation, je dirais, géostratégique des militants, le terrorisme est absolument une méthode exclue pour plein de raisons. Des raisons morales, des raisons d'opportunité politique, c'est-à-dire que le terrorisme a pour principal effet de vous couper de la population, et donc il est contre-productif. Ça, c'est la première chose. La deuxième règle, qui me semble absolument indispensable, c'est de dire tout ce que l'on pense et de penser tout ce que l'on dit. Ça vous évite de développer des formes de schizophrénie politique. On dit ce que l'on pense et on pense ce que l'on dit. Et donc ça veut dire que d'une certaine façon, le discours politique va se couler comme, si vous voulez, quand on fait une sculpture en bronze, il va épouser les formes de l'âme dans laquelle vous l'avez mise. Le moule va faire que le fluide va prendre cette forme, et ce moule, ce sont les rapports de force. C'est-à-dire que votre combat politique va prendre la forme des rapports de force existants dans l'endroit où vous combattez. Ça, c'est la deuxième règle. La troisième règle, c'est le service du bien commun. Le service du bien commun, ça veut dire qu'il doit y avoir une certaine correspondance entre les objectifs que l'on sert et les moyens employés. C'est-à-dire que comme nous sommes là au service des biens que nous servons, nos amours dont parle la chanson, en particulier la Ligue Noire, notre patrie, nous sommes là dans l'amour. Et donc notre combat politique doit prendre une forme charitable, de la caritas latine, c'est l'amour au sens plein. C'est l'éros dont parle Platon dans le banquet. Et quand on combat pour nos amours, on combat dans l'amour. Et donc on doit être au cœur des masses, au cœur de notre population. Et donc le travail est tout à fait différent. Pour échapper aux méthodes qui relèvent du renseignement, de l'infiltration, de l'entrisme, de toutes ces méthodes qui sont soit policières, soit trotskistes, il faut s'en tenir à une méthode, comme disait Mao, il faut être comme un poisson dans l'eau, dans la population.
Être comme un poisson dans l'eau dans la population, c'est vivre de sa vie, vibrer de ses passions, éprouver ses craintes, éprouver ses espérances et prendre d'une certaine manière un certain leadership dans nos lieux d'appartenance, le travail, nos familles, nos quartiers, nos provinces, nos associations. Mais quand je dis nos, c'est celle de notre environnement immédiat. C'est les associations, les syndicats, les associations de parents d'élèves, etc., dans lesquelles on s'implique pour y animer une ligne révolutionnaire dans un esprit d'autonomie. Autonomie, ça veut dire liberté à l'égard des oligarchies, du marché et enracinement dans le sens justement où on pousse nos racines dans tous les terreaux dans lesquels on grandit. Voilà, dans tous ces lieux d'appartenance qui sont les nôtres. Alors, juste avant la pause musicale, peut-être, Chinois, avez-vous quelque chose à dire finalement sur la pratique? Comment se prémunir des infiltrations étatiques, des infiltrations policières dans nos mouvements, dans nos groupes? Oui, premier point, rapidement pour compléter ce que disait Monsieur K sur la question du terrorisme. Moi, il y a quelque chose que j'appelle le syndrome VIP, Vietnam, Irlande, Palestine. C'est-à-dire que, oui, ils utilisent des méthodes terroristes. Non, ce ne sont pas des terroristes. Pourquoi ? Parce qu'ils sont dans une logique de guérilla. Et c'est dans cette définition même aussi que, pour moi, le commando Charlie Hebdo ne sont pas des terroristes parce qu'ils n'appliquent pas la terreur à l'égard de la population. Ils avaient ciblé ce journal, certes. Deuxième point, effectivement, sur le renseignement intérieur et sur les aspects un peu plus pratiques, je compléterai encore une fois, Monsieur K, il a raison, il parlait des communautés. La plus grande difficulté des services de renseignement aujourd'hui à l'égard du terrorisme, comme ça a été leur difficulté à l'égard des soviétiques, c'est la communauté. Il est extrêmement difficile, dans une communauté qui est fidèle et loyale, de s'infiltrer. Et donc, aujourd'hui, dans le cadre d'une communauté politique plus particulièrement, alors, je n'appelle pas à la paranoïa permanente, absolument pas. Mais il faut savoir faire attention et surtout, de manière pratique, éviter d'avoir des propos sur des réseaux sociaux. C'est comme ça que 2 jeunes filles se sont fait arrêter récemment. Des réseaux qui sont d'ailleurs très surveillés. Il faut aussi faire preuve de modestie et de pertinence. C'est-à-dire que le combat est un combat qui se mène de manière permanente, que notre ennemi en face, les services de renseignement, ont un temps administratif. C'est-à-dire que eux, ils s'en fichent de ne pas avoir la réponse demain. Ils sont payés tous les mois pour faire ça. Donc ils essaieront d'avoir la réponse au bout d'1 an, 2 ans. Il faut aussi que nous, on apprenne à faire preuve de modestie, à lire beaucoup, à faire attention. Les murs ont des oreilles. Il faut prendre vraiment conscience aujourd'hui que notre ennemi, surtout avec la loi sur le terrorisme de novembre 2014, la loi sur le renseignement de juillet 2015, la future loi sur la réforme pénale, ils ont tous les éléments et les outils juridiques et électroniques pour nous coincer. Chers auditeurs, maintenant c'est le moment de la pause musicale. Je vous retrouve juste après. Venge les soldats tués au Draca.
Petacci, qui des tigres rejoignait les faisceaux, pour garder libre la Phénicie, apéro tué à l'assaut. Occident, en avant, avant qu'il ne soit trop tard, venge les soldats tués au Draca, par Assad et par Ivan. Chrétienté, il est temps de secourir le Liban chrétien. Il t'appelle depuis si longtemps et mourra sans ton soutien. Chers amis auditeurs, nous venons d'écouter Occident en avant, qui est en rapport avec notre thème de loin, avec les attentats du Drakkar. Monsieur K avait une remarque à faire sur ce qui avait été dit avant. En effet, sur l'attitude à adopter, je le disais, il faut garder une attitude strictement politique. Et même si on sait qu'on est surveillé, si vous voulez, si on commence à rentrer dans cette paranoïa dont parlait Chinois tout à l'heure, on va s'interdire certaines activités en se disant on est surveillé. J'ai des amis d'un certain âge qui, eux, par exemple, se refusent à faire quelque échange de mails que ce soit, même sur des choses assez anodines, parce qu'ils savent qu'ils sont surveillés, mais d'une certaine manière, ça les empêche même de faire un échange d'opinion, si vous voulez. Je pense qu'il faut abandonner cette attitude-là et se dire que, malgré tout, on est légitime à avoir une conscience, à avoir une opinion, à l'exprimer, donc à user de notre liberté d'expression. Pour pouvoir le faire, il faut qu'on se débarrasse de notre premier ennemi qui est nous-mêmes. Il faut ne pas tomber dans l'autocensure, ni de nos opinions, ni de nos consciences, ni de nos opinions, ni de notre expression. Il faut le faire évidemment dans le cadre de la loi, je le disais tout à l'heure, il faut se couler dans le rapport de force qui est celui du terrain dans lequel on opère. Mais je crois qu'il ne faut pas du tout s'embarquer sur ce chemin de la paranoïa anti-surveillance parce que très rapidement, en fait, on se retrouve pieds et poings liés. Il y a des mesures de prudence à prendre sur les communications, je dirais, un peu sensibles quand on organise une manifestation ou lorsque on prépare une action ou on prépare l'édition d'un journal ou d'une revue ou autre, ou l'animation d'un blog ou que sais-je. Toutes les activités habituelles du militantisme politique, il faut faire preuve de prudence dans nos communications, en particulier électroniques, mais Chinois nous en parlera mieux que moi. En revanche, il faut partir du principe qu'on s'est engagé dans un chemin militant. Et ce chemin implique souvent, lorsqu'on a déclaré la guerre à un ennemi politique, eh bien qu'il riposte. Lorsque les gens de Tarnac ont été l'objet d'une répression féroce et totalement extrajudiciaire en réalité, lorsqu'on s'y intéresse de près. Il faut se rappeler que Alain Boer faisait le tour des ministères, distribuant le livre L'insurrection qui vient, pour essayer là aussi de monter une cabane, de susciter une inquiétude dans les services pour pousser ses propres pions à lui. Je rappelle que Boer a une entreprise privée et de conseil. Il était d'ailleurs l'homme de l'ombre de tous ces derniers gouvernements, sous Sarkozy et encore sous Manuel Valls, puisque c'est un proche de Manuel Valls. Ce qui est très intéressant sur Alain Bauer, c'est que finalement, c'est un peu comme Fouché ou Talleyrand. C'est une personne finalement qui arrive à traverser les régimes. C'est-à-dire que Sarkozy, Valls. Monsieur K, vous parliez tout à l'heure de certaines mesures de prudence. Peut-être que Chinois peut nous parler des moyens de communication. Alors déjà, l'un des plus importants aujourd'hui, puisqu'il est utilisé quasiment tout le temps, ce sont les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, je ne vous invite pas à les quitter, puisque plus vous êtes finalement parent, comme un fantôme, plus vous êtes suspect. Donc n'ayez pas peur d'utiliser Facebook, simplement ne mettez pas des images qui pourraient paraître bizarres, des vidéos ou des commentaires pareils qui pourraient être pénalement répréhensibles ou en tout cas être l'objet d'un fichage. Juste mener une vie normale, comme disait Monsieur K, sur les réseaux sociaux. Menez aussi une vie normale dans le cadre de vos communications électroniques, c'est-à-dire par SMS, par mail ou par téléphone. Il ne faut pas s'interdire d'avoir une vie utilisée normalement, sauf dans des situations que vous considérez comme suspectes ou plus pertinentes quand il faut utiliser d'autres moyens. Faites-le, et d'ailleurs on le voit, l'explosion des machines à écrire en Allemagne, puisque certaines personnes tellement appelées à protéger leur vie privée, et je le comprends tout à fait, utilisent des machines à écrire. L'idée en fait n'est pas d'être totalement marginal et de se couper de la vie. Soyez normal dans votre comportement politique et surtout faites attention à ce que vous dites, surtout quand vous êtes en public. Soit vous avez une position politique et vous le dites directement.
Si ce sont des propos qui sont appelés plutôt à rester confidentiels ou privés, gardez-le dans un cadre plutôt restreint. Quelle est aujourd'hui la possibilité qu'ils ont de surveiller toutes les communications sur Facebook, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, etc. Même, pourquoi pas les SMS, les conversations. On sait aujourd'hui que finalement, l'État est limité finalement. Il n'a pas non plus des millions d'agents qui sont capables de surveiller toutes ces communications. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens sont surveillés parce qu'on choisit de les surveiller, ou alors est-ce qu'il existe une grande base de données, de communication? Finalement, l'État choisirait des mots-clés pour cibler précisément les adversaires et les cibles. Alors, c'est en 2 points. Le premier point sur le renseignement humain, c'est toujours la délation. On l'a très bien vu et malheureusement pour certains, on l'a vécu. Dans le cadre de la Manif pour tous, on sait que certains membres, on ne citera pas les noms, mais certains membres de la Manif pour tous donnaient des listes de noms de personnes qu'ils connaissaient de vue ou qu'ils connaissaient bien. Ils donnaient ces noms à la police. Ça a toujours existé. Vous en parliez tout à l'heure dans les cercles anarchistes. Ça existe encore aujourd'hui. Deuxième point, le renseignement électronique. Et là, c'est 4 lettres, PNCD, Plateforme nationale de cryptage et de décryptement, qui est en fait l'équivalent de la NSA en France. On sait qu'elle existe depuis 2007 et ils stockent des milliards de données chaque jour. Des milliards de données en France. Donc pas sur les terroristes, des milliards de données chaque jour en France sur les Français et donc à travers les millions de communications qui peuvent être faites à travers tous les outils électroniques. C'est ce qu'on appelle le principe du big data, c'est-à-dire qu'ils récoltent toutes ces données électroniques, elles ne sont pas traitées sinon par des logiciels évidemment de repérage de mots-clés, ça évidemment c'est en place depuis au moins le début des années 2000, mais surtout ce sera utilisé a posteriori. C'est utilisé a posteriori et en fait ça peut être utilisé comme on l'avait dit dans une précédente émission, À charge finalement. uniquement à charge et surtout ça peut être utilisé tous azimuts. C'est-à-dire que là ce qu'il faut bien comprendre c'est que l'ensemble des groupes alternatifs ou radicaux qui sont l'objet de cette surveillance ont des centres d'intérêt très variés, mais qui ont tous un point commun. À l'exception, évidemment, juste des fous furieux ou des dingues, des dingos. Ce point commun, en fait, c'est d'échapper, peu ou prou, à la logique capitaliste. On a les militants écologistes, les militants de la gauche, en particulier ces derniers mois, contre la loi El Khomri et, je dirais, la mise en coupe réglée du monde du travail, les milieux antinucléaires, les nationalistes authentiques. On voit d'ailleurs que certains agités du bocal, certaines organisations qui ont été dissoutes récemment et qui méritaient quand même le mépris du monde militant et aussi du monde politique, eh bien ces doudingues sont encore en circulation. Hein, on ne donnera pas de nom, mais on voit que d'une certaine manière, il y a des traitements de faveur qui sont donnés à certaines personnalités identifiées comme des militants radicaux, mais qui en fait servent le système parce qu'ils lui donnent l'occasion, je dirais, de caricaturer des combats légitimes comme le combat nationaliste, par exemple. Est-ce que ces gens-là, ces mouvements-là, ne seraient pas finalement des mouvements infiltrés ou des personnes à la solde de l'État? Finalement, est-ce qu'ils ne seraient pas par hasard des militants nationalistes de synthèse? Non, je crois pas. Ça existe, mais je crois pas. Les personnalités auxquelles je pense là présentement ne présentent pas ce profil. Mais on peut être, je dirais, un agent provocateur malgré soi. On n'a pas besoin d'être un indique de police pour être un agent provocateur. Et je le disais en début d'émission, avant la pause musicale, la France a une très grande tradition de police politique et on peut simplement susciter des vocations ou entretenir une vocation, mais je dirais sans qu'il y ait de laisse. L'individu avec la bride sur le cou, si vous voulez, gambader joyeusement, faire ses gaudrioles politiques, il est sous surveillance, il n'est pas sous contrôle. Il est sous surveillance et d'une certaine façon, là aussi, laisser prospérer ces groupuscules, c'est toujours très commode lorsqu'on veut montrer les muscles, hein, bander les muscles comme le fait régulièrement Manuel Valls et comme le faisait précédemment Nicolas Sarkozy, et finalement dissoudre un groupe et donc pouvoir envoyer un communiqué de presse pour dire qu'on s'occupe des choses. Oui, effectivement, en fait, l'idée, c'est qu'il n'y a pas une manipulation permanente de la part des services de renseignement sur tous les groupes politiques ou de certains de ses membres. Mais c'est qu'il y a un travail derrière qui peut être fait en amont. On le voit avec l'affaire Mera. Mera, et on le voit dans les transcriptions, il s'est fait trahir parce qu'il ne pensait pas que son meilleur ami était un agent des services de renseignement. L'autre, bien sûr, avait pour travail de le faire. Mais donc, parfois, c'est ça peut être malgré soi, ça peut être sans le savoir.
mais les services essaient quand même d'avoir un regard là-dessus. Et l'exemple parfait, c'était dans les années 80, la Sala, qui était donc l'armée de libération arménienne, qui était présente pour se venger de l'histoire du peuple arménien, était surveillée par la DST. Et pourtant, la DST a laissé faire l'attentat qui a eu lieu, donc je sais plus si c'était à Roissy ou à Orly, mais bon, c'était l'un des deux. Et l'attentat a eu lieu, et il y a eu même une enquête ensuite parce qu'on s'est dit, vous saviez qu'ils allaient commettre un attentat, vous les surveillez depuis tout le temps, puisque la Sala a été très fortement surveillée, mais l'attentat a eu lieu. Donc en fait, c'est pour compléter un peu les propos de Monsieur K, il n'y a pas forcément un contrôle et une bride qui est donnée, mais par certains moments, on va quand même surveiller. Et puis, par certains moments, on va revenir, et ça c'est essentiellement le travail des RG et de la DRPP, les RG parisiens, de tenir la bride et de travailler au chantage pour dire, bon bah voilà, maintenant on a un dossier sur toi, on sait ce que tu fais, et maintenant tu vas nous donner des informations, tu vas nous donner des renseignements, parce que sinon, ta vie sociale, elle est finie. Quel est finalement le contrôle politique de toutes ces actions des services ? C'est-à-dire, est-ce que les services obéissent à un pouvoir politique ? Est-ce que demain il faut trouver le bouc émissaire ? L'extrême droite, l'extrême gauche, les hooligans, les islamistes ? Ou est-ce que finalement les services sont en roue libre ? Est-ce que, on parle des RPP, est-ce que ces services-là obéissent directement au préfet et au ministre de l'Intérieur ? Totalement, ils obéissent totalement au pouvoir. Après, ils ont des directives. C'est-à-dire que le pouvoir va leur dire, il faut faire ça, il faut surveiller les identitaires, il faut surveiller les groupes radicaux de droite. L'art et la manière, c'est au service de le faire. Et bien sûr, toutes les semaines, l'information remonte du jour à différents conseils. Et on dit, voilà, il se passe ça. Soit on continue, soit on arrête. Mais après, sur la manière, maintenant, ils sont totalement légalisés. La loi sur le renseignement a permis de légaliser tous les systèmes d'écoute, même de poser dans les véhicules, de poser dans les endroits privés. C'est-à-dire que, imaginez le citoyen lambda qui va dans un bar, il ne sait pas que le vendredi soir, en fait, c'est l'association des indépendantistes bretons. Donc, des micros sont là. Et vous êtes, du coup, écoutés toute la semaine. C'est comme ça que ça se passe. Chinois, est-ce que tu peux nous donner un ordre d'idée du nombre de services de renseignement intérieur qui opèrent en France ? Sur les services de renseignement, donc là, on est à peu près à une vingtaine d'unités antiterroristes. On est officiellement à 6 services, mais officiels de renseignement, plus les services à côté. Donc, on pourrait tabler, à 15-20 services avec ceux qui sont officiels, ceux qui sont officieux, ceux qui n'ont pas les prérogatives mais qui veulent se les donner, comme la sécurité publique à Paris et ailleurs, qui veulent jouer leur carte des renseignements généraux. Voilà le nombre. Les effectifs, bien sûr, on ne les saura jamais, mais voilà, il faut dire, on peut tabler certainement 15, peut-être 20, mais c'est le chiffre qu'on peut donner. Je crois que tous ces développements faits par Monsieur K et par Chinois permettent d'introduire notre nouvel invité, Hector Burnouf, qui va nous parler du bouc émissaire, parce que le gouvernement doit trouver un bouc émissaire, et d'ailleurs, comme disait René Girard, pour faire l'unité. Je laisse la parole maintenant à Hector Burnouf. Hector Burnouf, bonsoir. Vous allez donc maintenant nous parler de René Girard et du bouc émissaire. Tout à fait, qui je crois a quelques rapports avec votre thème du jour. Alors René Girard est disparu en octobre, ce qui a permis aux médias et aux politiques de redécouvrir son œuvre, et ce fut une belle unanimité lorsqu'il a disparu, puisque tous, que ce soit universitaires, que ce soit politiques, accouraient pour expliquer à quel point René Girard était un grand théoricien, un grand anthropologue, probablement le dernier d'ailleurs. Et justement, le public a beaucoup retenu de son œuvre quelques thèmes tout faits, comme le bouc émissaire, comme le mimétisme. Le bouc émissaire, on explique comment une société, comment une majorité cible ses minorités dès lors qu'elle a des problèmes pour éviter de s'interroger sur elle-même. Le mimétisme, qui renvoie dans l'imaginaire commun, si vous voulez, aux procédures d'imitation, justement. Et dans les hommages qui ont été faits, on retenait de René Girard, justement, une pensée assez fragmentaire. On retenait quelques slogans, quelques thèmes tout faits, sans voir justement ce qui pouvait être, il faut peut-être la connaître, justement, ce qui pouvait faire la cohérence et l'unité de son œuvre. Et l'unanimité, par contre, des médias et des hommes politiques n'a pas expliqué pourquoi, significativement, le premier journal à avoir annoncé la mort de René Girard était le journal de l'université de Stanford aux États-Unis. L'université de Stanford, où René Girard a enseigné, où René Girard a écrit, il a été publié, et les États-Unis, où il a passé la majorité de sa vie à partir des années 60, justement. Puisque
c'est peu dire que son œuvre n'a pas forcément intéressé ses contemporains, et n'a pas forcément percé dans ce qu'on appelle la République des lettres en France. Alors, effectivement, René Girard, me semble-t-il, a fait l'école des Chartres. Alors, pourquoi cet ostracisme en France, et pourquoi d'ailleurs s'est-il exilé aux États-Unis? Eh bien, ça veut dire que par rapport au courant dominant en France et en Europe, la pensée de René Girard pouvait quelque part déranger. René Girard, c'est quelqu'un qui, dès 67, je crois, avec son livre Mensonges romantiques et vérités romanesques, prend à contre-pied tous les acquis, ou ce qu'on prétend être les acquis, ce qu'on tient pour acquis de la modernité. Toutes les illusions, ce qu'il décrit comme illusions, toutes les revendications, notamment celles de fantaisie et de liberté et d'autonomie du sujet. C'est la grande revendication moderne, celle de l'autonomie du sujet. On dit que la Renaissance, la modernité en Europe, le sujet naît avec Don Quichotte, justement. Un roman, on voit un personnage qui proclame l'empire de sa volonté, l'empire de son regard, justement, qu'il a sur le monde. C'est-à-dire, quand le commun des mortels voit des moulins, lui s'obstine à voir des géants. Quand il s'obstine à voir dans un laidron une dulcinée, il prend un barbier pour un casque de chevalier. Il explique que parce qu'il souhaite être chevalier, il sera chevalier. Et René Girard, texte à l'appui, il recherche dans Stendhal, dans Don Quichotte, avec Cervantes, dans Madame Bovary avec Flaubert, dans Dostoïevski avec Raskolnikov, évidemment. Tout justement ces figures romanesques que les romantiques ont pris pour des affirmations de liberté. On croit que Julien Sorel désire spontanément, de manière tout à fait autonome, l'ascension sociale, la gloire et la richesse. René Girard dit qu'il s'agit d'un processus d'imitation, que le désir ne naît jamais en nous-mêmes. Le fondement du désir n'est jamais autonome. Il est forcément déterminé par rapport à un tiers, par une volonté d'imiter, justement. René Girard, il y a une remise en cause fondamentale de l'édifice de la modernité dans l'affirmation d'autonomie du sujet. Et il décrit, par un désir qui est justement qui doit façonner toute notre structure sociale, justement, sa nature profondément chaotique, profondément conflictuelle, puisque le fait qu'on désire quelque chose, un objet, une personne, une ambition, le rend profondément désirable pour les autres. On ne désire que ce qui est désirable. On ne désire quelque chose que parce que la société, ou parce que le désir des autres, le désir d'un tiers, justement, ce qu'on appelle le désir triangulaire, si vous voulez. Il n'y a jamais de désir dans une dualité, seul à seul. L'amour romantique présente justement un amour très personnel entre une femme merveilleuse et un poète amoureux, etc. René Girard dit non, le désir ne se passe jamais seul à seul, il se passe par rapport à un tiers. L'homme désire une femme parce qu'elle est désirée par un autre, justement. Et donc, beaucoup désirent en fait la même chose. Ce qui fait que, fatalement, cela ne peut entraîner que des jalousies. Que des jalousies qui peuvent déboucher sur des conflits et sur la violence. D'où justement une structure profondément chaotique de société. Un chaos qu'il faut bien conjurer, justement, pour éviter la violence. Et c'est là où on arrive au thème du jour, me semble-t-il. Le thème du jour, qui est l'étude que fait René Girard du bouc émissaire et de la manière dont les sociétés parviennent à conjurer ce chaos, justement. René Girard, notamment, s'interroge beaucoup dans Mensonges romantiques et vérités romanesques sur, et à la suite d'autres, il y a des gens comme Tocqueville qui se demandaient pourquoi la démocratie, qu'on présente comme le système d'émancipation politique par excellence, qu'on présente comme l'aboutissement de notre histoire, ne rend pas les gens plus heureux. Au contraire, elle les rend frustrés, elle les rend envieux. C'est parce que la démocratie repose sur un système de concurrence politique, concurrence économique. Dans le cas d'une démocratie libérale, on dit égalité des chances, tentez votre chance, allez-y. Et bien sans cesse, les hommes seront invités, mais d'ailleurs depuis la nuit des temps, mais ce phénomène-là est accentué dans la société démocratique, la société libérale, est accentué par le fait que les hommes se placent en concurrence sans cesse les uns par rapport aux autres. Et ce qui fait donc que, fatalement, pour conjurer le chaos ainsi créé, pour conjurer la conflictualité que génère ce désir et cette jalousie généralisée, parce que René Girard le dit, dans le texte à l'appui, par l'étude des grands romans, que le désir est quelque chose d'absolument contagieux, quelque chose voilà, vous désirez, vous voyez les gens désirer, et ben vous êtes dans une espèce de contagion du mimétisme qui peut générer un chaos. Il faut malgré tout que les sociétés en place. Nous ne sommes pas dans le cas d'une société de guerre de tous contre tous, comme disait Hobbes, justement. On est une société qui tienne, pas dans le cas d'une guerre civile. Beaucoup de penseurs, justement, avaient cru anticiper dans la démocratie l'annonce d'une guerre civile. On s'aperçoit que ce n'est pas le cas. C'est vrai qu'au contraire, les sociétés démocratiques sont très stables. Pourquoi, justement ? Et les sociétés de toute totalité ont souvent été stables, d'ailleurs, parce que la société arrive à recréer de l'unité, de manière artificielle, de manière temporaire, de manière provisoire, de manière souvent arbitraire, par la désignation d'un ennemi, justement. L'ennemi, c'est quoi ? C'est l'ambiguïté.
c'est celui qui explique, qui transgresse les codes de différence que s'institue elle-même la société. Une société se détermine par différence. On dit qu'une identité, c'est ce qui fait que vous êtes quelque chose et vous n'êtes pas autre chose. Il y a, et René Girard les pointe dans un autre ouvrage qui fait suite à Mensonge romantique et vérité romanesque. Vous savez, René Girard, c'est un peu son œuvre, un aboutissement, si vous voulez. Vous avez Mensonge romantique et vérité romanesque, vous avez La violence et le sacré, et vous avez le bouc émissaire. Tout ça se tient de manière tout à fait chronologique. Et justement, René Girard explique que les sociétés parviennent à conjurer ce chaos par la désignation de l'ennemi. Et l'ennemi, c'est toujours quelqu'un qui parvient à avoir des caractéristiques d'ambiguïté, justement. D'ambiguïté qui n'est pas clairement discernable comme celui qui va valider les différences, les codes sociaux que se crée elle-même la société pour se définir en tant que groupe, justement. C'est la figure notamment du juif au Moyen-Âge. René Girard reprend des textes de persécution où il y voit un exemple type de lynchage, justement, comment un groupe reconstruit son unité à travers la figure de l'ambiguïté. Et le juif, c'est celui qui est vu comme une espèce de trahison ontologique, celui qui... On ne hait pas le juif parce qu'il est différent, mais justement parce qu'il refuse l'altérité, parce qu'il refuse de se définir lui-même comme étant une identité, parce que son identité n'est pas discernable, n'est pas essentialisable, justement. Et ce sont toutes ces figures-là qui trahissent en quelque sorte les différences et les codes que s'impose la société, qu'elle va chercher à anéantir et à sacrifier pour recréer son unité. Et c'est là qu'on en arrive justement au thème du bouc émissaire, qui je crois intéresse beaucoup et qu'on pourra éventuellement développer. Voilà. La question d'une limitation, c'est aujourd'hui le système libéral. La télé nous pousse à la consommation, au désir. Deuxième élément, vous en avez parlé, c'est l'ennemi. L'ennemi, la distinction ami-ennemi que Carl Schmitt avait développée, qu'on avait traité dans différentes émissions. Le troisième point que vous aviez dit, c'était sur la question de la société démocratique stable. Pourquoi ? Puisque aujourd'hui, on se rend compte qu'elle n'est plus vraiment stable. Ce sont des propos qui ont aussi été développés dans le cadre d'une émission précédente avec Alexandre Apreval sur la question des nouvelles féodalités. Dans le bouc émissaire, il explique que notre société, qui sacralise la tolérance, qui sacralise la différence, qui prétend aimer les minorités, recycle en fait, en utilisant des catégories gérardiennes, c'est-à-dire le bouc émissaire, etc., recycle en fait la vieille rengaine des sociétés qui sacrifient ceux qui transgressent ces codes que la société tient pour universels. Qu'est-ce que la société tient pour universel aujourd'hui ? C'est la différence, c'est la singularité, justement. Et ceux qui transgressent cet impératif de tolérance, et qui donc transgressent l'idéal universel que c'est accaparer la société et que revendique la société, sont désignés comme ennemis. Et donc la société tient encore son unité de ce lynchage perpétuel, de ce qu'on appelle les intolérants, etc. Ce qui vous explique d'ailleurs, parce qu'on ne comprend pas souvent, que ceux qui revendiquent le plus la tolérance, ce sont les plus haineux. Ce qu'on appelle les antifascistes, etc. Ce sont des gens qui sont tout à fait fanatiques, bien sûr. Tout à fait fanatiques, et souvent on ne comprend pas. On invoque des arguments irrationnels, on explique qu'ils sont fous, qu'ils sont stupides, et ça, c'est sans doute vrai. On explique aussi qu'ils sont... parfois même des arguments médicaux, on explique qu'ils sont schizophrènes, qu'ils sont tolérants tout en étant intolérants, etc. Mais il y a quelque chose de fondamental, c'est-à-dire que ce sont des gens qui revendiquent une norme universelle qui est celle de la tolérance. Aujourd'hui, la sacralisation actuelle des différences, explique René Girard, n'est que la vieille rengaine des sociétés archaïques, justement. Ils revendiquent une norme universelle, et tous ceux qui y contreviennent, ce qu'ils appellent les fascistes, ce qu'on appelle l'extrême droite communément, etc., sont lynchés. Et la société tient encore par ça, justement. La société tient encore par la désignation de l'ennemi. La désignation de l'ennemi, donc, qui est aujourd'hui le Front National. Et c'est pour ça que quand on invoque aujourd'hui le bouc émissaire, quand on invoque pour sacraliser les minorités, on fait un contresens majeur. On reprend des catégories girardiennes pour les déformer totalement. Parce que, justement, l'heure n'est plus au lynchage des minorités. Alors oui, non, c'est vrai, c'est quand même très intéressant. Et donc la minorité tient encore. L'unité tient encore, beaucoup plus que... L'évolution, en fait, elle se fait par la question de l'ennemi intérieur. Mais l'ennemi intérieur se retranscrit aussi chez les migrants, et d'ailleurs, c'est pour ça que les premiers États à parler de tolérance... On assimile le FN à Daesh, d'ailleurs, justement. On essaye d'amalgamer. C'est une communication, mais je pense qu'au niveau du... Pour assembler l'ennemi intérieur qui serait celui qui refuserait cette ouverte. Enfin, bien sûr, mais ça c'est... Je pense qu'au niveau du PRL, la majorité des Français, c'est très bien que le Front National n'est pas Daesh. L'exposé, découverte qu'on fait de René Girard ce soir ne serait pas complète, justement, parce que le tableau paraît très pessimiste. Rivalité mimétique, sacralisation de l'ennemi, sacrifice rituel, etc.
choses qui collent assez bien avec la réalité actuelle, mais qui peuvent apparaître pessimistes. Mais le fait qu'on ait ce débat-là, et René Girard le dit, et même si effectivement le terme de bouc émissaire est un peu employé à travers dans les médias, le fait qu'on ait cette conscience-là quand même des mécanismes qui sont là dans toute société, notamment les sociétés archaïques, singularise nos civilisations. Et les singularise pourquoi ? Parce que nos civilisations est fondée sur une religion qui a sacralisé un lynchage rituel qui est celui du Christ, justement. Notre Messie, celui que nous sommes censés justement adorer, a été lynché par la foule, par une religion archaïque, justement, ce qui fait qu'il nous accorde une certaine conscience de ces choses-là, même si c'est employé de manière un peu des fois. Précisément, est-ce que René Girard n'a pas finalement été le premier à mettre en exergue le fait que les évangiles ont été racontés finalement par les gens qui étaient proches du bouc émissaire ? Contrairement, finalement, on dit toujours que l'histoire est écrite par les vainqueurs, mais précisément, en l'espèce, l'histoire n'a pas été écrite par les vainqueurs, plutôt par les boucs émissaires. C'est une revanche, les évangiles, le christianisme est une revanche du pouvoir sempiternel de la force. Effectivement, pour René Girard, le roman, et certains mythes d'ailleurs, permettent de comprendre non seulement le désir mimétique, mais aussi le lynchage rituel. Il y a une connaissance en Occident qui nous est accordée de ces mécanismes-là. René Girard, dans Mensonge romantique et Vérité romanesque, ne glose pas sur du vide. Il s'intéresse au roman. Vous savez qu'on décrit souvent le roman comme une fantaisie littéraire, que ce soit. Pour René Girard, ça accorde une connaissance anthropologique. Le roman, il est intéressant en tant qu'encyclopédie anthropologique. Et pour lui, il permet en quelque sorte de faire renaître Dieu, si vous voulez. On proclame avec la postmodernité que Dieu est mort. Bon. Et par rapport aux illusions qui ont été celles de l'humanité, à laquelle on assiste aujourd'hui, c'est toutes les promesses démocratiques, toutes les promesses d'émancipation, toutes ces illusions, c'est parce qu'avec René Girard et la redécouverte qu'il fait des textes bibliques, l'exégèse qu'il fait à partir de l'œuvre romanesque des textes bibliques, permet de ressusciter Dieu, en quelque sorte. Permet de ressusciter Dieu parce que c'est justement, c'est pour ça que la seule religion qui ait jamais refusé le sacrifice rituel, c'est le sacrifice d'Abraham, qui est interprété comme un acte de foi, mais qui n'induit pas forcément le sacrifice, ou le sacrifice rituel du Christ, justement, montre qu'en fait, pour René Girard, la révélation chrétienne, qui a longtemps été méprisée comme un artifice de bigoterie, a une dignité philosophique, constitue un mode de vie, une anthropologie, une pensée intégrale, si vous voulez. Hector Burnouf, il nous reste simplement qu'à vous remercier pour votre intervention. Merci. Et j'espère que nous pourrons vous écouter à nouveau sur Orage d'acier. Merci. Avec plaisir. Chers auditeurs, c'est après cette chronique anagogique que je vais maintenant peut-être laisser la parole à Monsieur K et à Chinois pour le dernier mot. Monsieur K. Oui, je le disais tout à l'heure, les groupes qui sont concernés par cette surveillance, c'est tous les groupes qui tentent d'échapper à, je dirais, la normalisation de la société. Donc, c'est des groupes qui, on l'a dit, divergent entre eux sur beaucoup de points, qui parfois ne se connaissent pas, ne se rencontrent pas, parfois sont opposés même, mais ils ont tous un point commun, c'est de vouloir chercher un chemin alternatif à cette société moribonde, à cette dissociété dont parlait Marcel Decorte. Et je crois que nous devons tous, face à la méga-machine, face à l'État policier, manifester un sentiment de solidarité instinctive, de common decency, cette décence commune dont parlait Orwell. Nous devons nous prêter asile et être là les uns pour les autres dans ce combat contre l'État. En fait, cette surveillance qui est aujourd'hui commune et permanente à l'égard de tous les groupes politiques, je pense qu'il faut l'appliquer une forme de guerre souterraine. Une guerre souterraine qui est bien sûr symbolique. Il faut faire preuve de fidélité à l'égard de ses camarades. Et c'est ce qui va nous permettre de continuer le combat. Puisqu'il ne faut pas avoir peur de continuer et d'avancer sur une guerre et un combat qui sont justes. À la semaine prochaine. Puisque c'est ton premier soir, Tu dois combattre.